Donc, tu disais. Donc, comment tu peux concevoir qu'il y ait un être, tu me dis qu'un être prend de la place, mais qu'on ne le voit pas, qu'il puisse se mouvoir, qu'il se meut sans se mouvoir, qu'il bouge, qu'il vive, alors que non, c'est pas possible. C'est comme si tu me disais qu'une pierre, un caillou dehors, pouvait sentir, avait des sentiments, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Bah, c'est pas possible. Voilà, c'est complètement bête ce que tu me dis là. Non, c'est pas bête, c'est juste que toi tu fais partie de cette catégorie de gens qui, lorsque tu marches sur une pierre ou que tu broies une pierre, tu ne l'entends pas crier. Bah non, parce qu'elle ne crie pas. Mais non, si on suit ton raisonnement du coup, quelle différence tu ferais entre l'homme et le caillou, donc entre le marbre et la chair? Ben, en fait, il n'y en a pas vraiment. On fait du marbre avec de la chair et de la chair avec du marbre. Comment ça? Mais... C'est comme la force vive et la force morte, tu vois. Genre, je t'explique. Tu vois ce livre, il ne bouge pas, je le pose ici, sur ma jambe. Regarde bien quand même aussi, que tu comprennes. Il ne bouge pas. Non. Si ma jambe, je l'enlève et que mon livre tombe. Il est tombé parce que j'ai enlevé l'obstacle, mais il n'a pas bougé de lui-même. Est-ce que tu vois ce que c'est? Attends. C'est la force morte. C'est une nouvelle théorie là que tu me sors. Mais t'as pas un autre exemple là? Bah, si, un peu plus scientifique. Imagine que tu as une pièce où il n'y a aucune pression atmosphérique, plus d'air, plus rien. Tu mets un tronc d'arbre, et bien ce tronc d'arbre va entrer en expansion et va s'agrandir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'agrandir dans la pièce. Et c'est la même chose pour toi. Si tu vas dans l'espace, si tu n'es plus protégé, ton corps va entrer en expansion jusqu'à ce que tu t'éparpilles en milliers de petits morceaux. Tu vois la chose? Oui. Voilà, c'est ça en fait. Donc si on suit ton raisonnement, tout comme il y a une sensibilité active et une sensibilité inerte, il y aurait donc une force vive et une force inerte. C'est ça, tu l'as dit. Mais donc du coup, la statue serait quoi et l'homme serait quoi? Donc l'homme serait sensibilité active et la statue, elle serait inerte. Mais je ne fais pas de différence en fait, puisque je peux rendre en fait la statue, qui est une sensibilité inerte, en une sensibilité active. Comment tu fais ça? Tu n'y as pas réfléchi? Bah non, c'est ta théorie, c'est pas la mienne. Oui, mais quand même, tu peux réfléchir, toi qui est quand même... Oui, mais moi, ce n'est pas mon sujet de base, c'est le tien. Enfin bon, c'est quand même banal, tu veux vraiment le savoir. Bah dis-le-moi. Tu vas te sentir spécial après. Hein. Ah bah, quitte à savoir. Eh bien, je le fais à chaque fois que je mange. Comment ça, chaque fois que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois la statue de Falconet derrière toi? Oui. Tu vas me dire, tu manges, tu la vois dehors, tu la manges. Pas comme ça quand même, je ne suis pas stupide à ce point. Tu croques le marbre. Mais non, pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Cette magnifique statue, au début je vais quand même la broyer en poudre. Oui. Tu vois, la poudre quand même. Mais je fais de la poudre de marbre. D'accord. Avec cette poudre de marbre, je vais la mélanger à l'humus, la terre par exemple de mon potager. Donc tu manges de la terre. Non, quand même pas, faut pas pousser le bouchon un peu trop loin quand même. Non, cette terre-là que j'ai mélangée, eh bien je vais y insérer des graines de carottes, de patates, ou même de salade, tu vois, peu importe, tant que ce sont des légumes. Eh bien, ces plantes-là vont grandir dans la terre et vont se nourrir des nutriments que cette terre possède. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette terre? Le marbre. Ces légumes, une fois qu'ils auront poussé, je vais les récupérer, les préparer, les cuisiner longtemps pour bien qu'ils soient délicieux et que je puisse les manger. Sauf que dans ces légumes, il y a quoi? Il y a le marbre. D'accord? Oui. Eh bien, je vais manger ces légumes qui possèdent le marbre. Donc, j'aurai mangé la statue, et donc cette sensibilité inerte est devenue active parce que lorsque nous mangeons, nous déclenchons la sensibilité active de cette sensibilité inerte, de l'aliment. Tu vois? Mais là, en fait, tu m'expliques pas le problème de base. Ta théorie de base reposait sur comment on passait de la sensibilité active à un être pensant. Oui, c'est vrai, mais permets-moi de te raconter la fabuleuse histoire d'un grand géomètre que tu dois sûrement connaître. De qui tu me parles? Mais de toi, voyons. Toi. Oui, je sais, mais... Alors pourquoi tu me poses la question si tu le sais? Mais je sais que je suis quelqu'un de génial, mais quand même, pourquoi parler de moi? En ma présence en plus. Eh bien, pourquoi? Parce que toi, tu étais quoi avant de naître? Comment ça, j'étais quoi? J'étais comme toi avant. Tu n'étais rien. Comment ça, j'étais rien? Je t'explique. Quand tes parents étaient enfants, ils se sont
sont rencontrés, tu vois. Puis va l'adolescence, où tout a évolué en eux, leurs organes reproducteurs, leur taille, leur pilosité, tout ça. Voilà. Ça, tu connais quand même la puberté, l'évolution du corps humain. Tu vois mon rang. Oui, bon, on ne sait jamais, hein, tu sais, voilà. Donc vint le jour où ils se sont côtoyés, et tu es donc apparu, puisque tu es apparu dans le ventre de ta mère, comme un tout petit embryon qui s'est nourri dans le ventre de sa mère jusqu'à grandir, jusqu'à que tu puisses sortir et voir le monde extérieur. Parce que là, tu me suis, oui, c'est normal. Bon, eh bien, malheureusement pour toi, tu as été abandonné par ta mère à l'église Saint-Jean-le-Rond. Bon, tu as quand même eu un peu de chance après ce drame. Tu as été recueilli par Madame Rousseau, une femme merveilleuse qui t'a élevé, nourri et éduqué. Parce que là, tu te souviens quand même de tout ça. C'est ma vie. Ouais, bah, tant mieux. Eh bien, quand tu as suffisamment été nourri, tu as suffisamment étudié, tu es devenu un fabuleux géomètre, littérateur et mécanicien aussi. Tu as résolu la précession des équinoxes. Quand même, tu t'en souviens, c'est quelque chose qui t'a valu ce titre. Quand même. Eh bien, là, tu es au sommet de ta carrière. On est d'accord? Eh bien, comme tout être, tu vas vieillir. Tu vas être malheureusement seul dans une maison de retraite. Presque personne ne s'occupera de toi. Et tu vas lentement périr dans la maladie, dans la solitude, et tu vas finalement tomber à l'état de poussière et tu vas être rendu à la terre. Tu vois? Mais là, avec ce que tu me dis là, j'espère que quand même tu partages le même avis que moi sur une chose. J'ai une question à te poser. On va inverser un peu les rôles. Est-ce que tu crois aux géants préexistants? Non, pas du tout. Merci. Enfin quelqu'un qui pense comme moi. Mais oui, c'est absolument débile en fait, on est d'accord, c'est pas possible. C'est contre la raison déjà dans un premier temps. Ouais. Tu ne peux pas, prenons l'exemple d'un éléphant, c'est pas possible que dans un éléphant il y ait toutes les générations des éléphants. Merci. On est d'accord. Bah enfin. Oui, enfin. C'est complètement stupide. On est d'accord. Ouais. Non, ça me fait plaisir. Mais quand même, avoue qu'il y a quelque chose de bizarre à ce sujet-là. Comment la première génération est venue? Comment s'il n'y a pas de géants préexistants, c'est la question qu'on peut se poser quand même. Alors, toi tu te poses cette question que tout le monde doit se poser. Est-ce que l'œuf est avant la poule ou la poule est avant l'œuf? Mais moi j'ai plutôt ce que j'appellerais pas vraiment une théorie, mais une idée, qui serait qu'en fait je pense que c'est plutôt une évolution. Et que la poule n'a pas toujours été une poule et qu'elle a été peut-être un ver de terre, on ne sait pas, tu sais, l'évolution, ça existe, on le sait très bien. Et c'est pareil, prenons l'exemple de plus gros, peut-être que les dinosaures sont maintenant des poules, on ne sait pas. Peut-être que l'évolution a fait qu'ils ont été modifiés à ce point en fait. Et c'est la même chose. On va prendre un exemple plus grand. Imaginons que toi et moi, on ait la capacité de pouvoir éteindre le soleil. Qu'est-ce qui se passerait sur Terre? Si tu suis la logique, tout mourrait. On est d'accord. Tout meurt. Oui, parce que le soleil est essentiel à la vie. Bah oui. Bon, eh bien, si après quelques centaines de milliers d'années, on décide de rallumer le soleil, qu'est-ce qui va se passer sur Terre selon toi? Bah, tout reviendrait comme avant, non? Bah non, pas comme avant. Il y aurait de nouveau de la vie, certes, mais la nature va faire en sorte que les espèces animales et que les végétaux et que tout le reste aient évolué en fonction de ce qui s'est passé avant, en fait. Parce que tout se tient dans la nature. Mais là, je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet, là, quand même. Parce que là, on parle de la vie, des choses comme ça, mais le sujet de base, c'était quand même comment nous passons d'une sensibilité active à un être pensant. Oui. Tu veux bien revenir sur ce sujet? Bien sûr, mais j'ai une question à te poser. Quoi? Pour toi, qu'est-ce qui fonde l'être sentant pour toi? La conscience, c'est ce qui nous différencie des autres. Et de nouveau, sur quoi est-elle fondée cette conscience? Je dirais quand même la mémoire. Hein. Voilà. Mais si, admettons, un être humain ne possède pas cette mémoire, comment il vivrait pour toi? Ça serait comme par exemple ton exemple du soleil. Il ne se souviendrait de rien, et donc du coup, chaque nouveau jour lui semblerait comme un nouveau départ en fait. C'est comme si toi, imagine, tu t'oublies tout, et le lendemain matin, tu te réveilles.
t'es quelqu'un de nouveau. Oui, mais moi je verrais plutôt ça comme vivre avec simplement des sensations, tu vois. Et donc, pour moi, ça serait plutôt en fait une organisation de la mémoire qui en fait va pouvoir lier toutes ces impressions pour qu'il puisse en fait se souvenir de son histoire et qu'avec ce souvenir de cette histoire, il va pouvoir avoir conscience de lui-même, il va pouvoir affirmer des choses dans sa vie, en nier aussi, et il va surtout pouvoir penser, tu vois. Oui, mais comme tu l'as dit, la mémoire, elle peut s'accroître, tu peux la perdre, tu peux la gagner, c'est quelque chose qui change, ça ne reste jamais pareil. On est d'accord. C'est totalement la même chose. Donc pour toi c'est résolu ou il te reste des questions qui vont rester peut-être? Mais du coup, vu que tu me dis ça, là on parle de la pensée, des choses comme ça, pour toi, est-ce qu'il serait possible de penser à, par exemple, deux choses en même temps? Bien sûr. Comment tu veux savoir, bien sûr? Bah, explique-moi. Oui, je réfléchis pas beaucoup dans l'ordre de notre entretien. Hein. D'abord, un peu fatigué. Oui, d'accord. Mais c'est très simple. Ton corps est constitué d'organes qui est constitué de fibres. Parce que là, tu me suis. Bah oui. Et bien moi, je compare ces fibres à des cordes d'instruments, comme pour le piano, le violon, peu importe l'instrument, tant qu'il est à cordes. Lorsque tu penses à une première chose, tu vas en fait pincer une de ces premières cordes qui est en toi, et qu'elle va entrer en résonance. Elle va vibrer en fait. Et donc du coup, elle va durer, cette vibration va durer, et en fait, sans le vouloir, elle va faire entrer en résonance une seconde corde. Et comme elles vont vibrer en même temps au bout d'un moment, c'est la même chose que si tu pensais à deux choses en même temps, puisqu'elles sont en fait en harmonie, elles sont ensemble en fait. Donc, effectivement, tu peux penser à plusieurs choses en même temps, puisque c'est pas parce que tu en as fait vibrer, tu peux pas en faire vibrer qu'une seule en fait. Tu peux en faire vibrer 2, 3, 4, en fait c'est à l'infini. C'est ton corps, tant que tu peux le faire vibrer, tu le feras vibrer en fait. Je sais pas si je suis d'accord avec toi, mais quand même ton raisonnement me semble quand même intéressant et très ingénieux pour quelqu'un de ton niveau. Mais une question reste quand même en suspens, c'est là, dans ce que tu me dis, tu fais la différence entre les deux substances. Parce que tu es en train de me dire qu'il y a, comme avec un exemple de la musique, il y aurait donc un instrument et un musicien. Eh bien, en fait, non, parce que pour moi, on est tous constitués de ces cordes en fait, vibrantes, puisque nous sommes de la matière sensible, comme nous l'avons dit avant. Et donc pour moi, prenons l'exemple du clavecin. Si je joue sur un clavecin, eh bien, supposons qu'il ait de la mémoire. Eh bien, tout comme toi et moi, nous en avons aussi, il va probablement se souvenir du morceau que j'ai joué sur lui. Et donc il serait capable de le reproduire lui aussi. Donc en fait, pour moi, on serait comme des clavecins, on serait la même chose. Tu vois? J'espère que tu rigoles là quand même. Non, je suis tout à fait sérieux en fait. Tu es en train de me dire, là tu es en train de comparer quand même quelque chose, un instrument, quelque chose de sensible, à nous. Nous sommes sensibles, lui ne l'est pas. C'est comme si tu me disais que par exemple un instrument pouvait se nourrir, pouvait boire, manger et se reproduire et donc, tiens, tant qu'on est dans ta stupidité, on va dire se reproduire et faire des bébés clavecins. Bah bien sûr, pourquoi pas? C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais, dis-moi, est-ce que t'as un œuf? Un œuf? Oui, un œuf. Sur moi? Oui, sur toi. Un œuf? Oui, un œuf. Quel? Mais un œuf, un véritable œuf. Je sais que t'en as toujours un sur toi. Ne fais pas genre. Ouais, c'est vrai. Je te le prête. Merci. Comment il s'appelle? Bob. Bob? Ouais, Bob. Eh bien, dis-toi que c'est avec Bob qu'on renverse toutes les écoles de théologie sur cette terre. Comment ça? Je t'explique. Le coq va introduire dans la poule son germe. Cette poule va donc pondre un œuf. Elle sera donc fécondée. Comment va-t-il évoluer cet œuf? Avec de la chaleur. Et comment va-t-il avoir cette chaleur? Avec le mouvement de la poule. Parce que là, tu me suis, Oui. par de la couvaison. Et bien, après ça, grâce à cette chaleur, il va évoluer dans l'œuf. Il va grandir, un bec va apparaître, des pattes, ses ailes, des plumes, tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin. Jusqu'au jour où il va vouloir percer la coquille pour sortir, tu vois.
une fois qu'il sera sorti, eh ben, il va faire comme toi. Il va crier, il va aimer, il va pleurer, il va avoir faim, il va gémir, il va jouir, il va faire toutes ces choses-là. Et en fait, cet œuf-là, eh ben, il contredit l'idée de Descartes qui dit qu'en fait le germe était préexistant. Et on était tous les deux d'accord pour dire que cela n'existait pas. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais pas sur tout le reste quand même. Oui, on est quand même d'accord là-dessus. Tu es quand même d'accord avec moi que c'est complètement absurde de dire que quelque part dans ce vaste monde, il y avait un germe de coq qui attendait que l'œuf soit pondu, tu vois. C'est pas possible. Donc du coup, je trouve que personnellement, mon idée de cet œuf qui a été fécondé et qui n'était pas préexistant est beaucoup plus logique et plausible que l'idée de Descartes, en fait. Ce n'est pas une machine imitative. On est d'accord? Tout ton raisonnement m'a complètement achevé, fatigué. À ce point? J'en ai marre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me rendre mon œuf. Non. Si. Non. Tu vas me rendre mon œuf. Non. Si. J'en ai besoin. C'est pas grave. Tu vas le caler. Tu prends ton œuf et tu me le rends. Et voilà. Tu vas faire quoi? Bah là, je vais aller me coucher. Oui, mais tu sais que si tu te couches maintenant, alors qu'on n'a pas terminé de parler, tu vas penser à tout ça, tu vas en rêver. Et donc peut-être que tu vas changer d'avis au final. Non. Que je t'aurais... Non, parce que tu me connais. Je suis quelqu'un de sceptique. Oui. Je resterai sceptique. Que je me couche ou pas, cette nuit, ce soir-là, au moment où nous allons nous quitter, je vais aller me coucher sceptique. Et demain matin, je me lèverai sceptique quand même. C'est bien dommage. Ah, tant pis.